Eh bien bonjour à toutes et à tous, donc je suis très heureux de vous accueillir encore pour une nouvelle émission. Alors j'espère que tout le monde se porte bien déjà, dans cette période. Et puis avant de commencer, je voulais savoir si tout le monde m'entendait. Donc n'hésitez pas de mettre un petit commentaire via le chat pour savoir si tout le monde m'entend bien. Voilà. Alors ce soir, nous allons donc nous déconnecter un peu de l'actualité anxiogène et puis éviter le plus possible de se faire happer par ce sujet récurrent dont on parle tous. Et puis on va s'octroyer donc un moment de détente. Installez-vous confortablement dans votre canapé ou alors peut-être dans votre fauteuil ou peut-être dans votre lit aussi des fois. C'est assez intéressant aussi voilà, d'être calé avec une petite tisane ou une petite boisson réconfortante. Voilà. Et puis profitez de cette soirée. Alors comme vous savez maintenant, l'objectif de cette chaîne, c'est de partager, partager et partager. Voilà. Alors, des mêmes points de vue, c'est intéressant, mais aussi des points de vue différents, parce que je pense que c'est à partir de là aussi qu'on peut évoluer, et puis changer des fois d'opinion, et je pense que c'est important, voilà, de pouvoir échanger autour de choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, bien sûr dans un principe d'empathie, voilà, et puis de respect vis-à-vis de chacun. Voilà. Alors aujourd'hui, comme toujours, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée, donc qui est Patricia Loubière, alors qui est professeure de danse et chorégraphe donc au sein de l'association Mosaïque dans la région de Montpellier. Alors, pourquoi Patricia Premièrement parce que nous n'avons pas encore échangé autour de la danse et du public éloigné. Vous allez comprendre pourquoi après tout à l'heure. Et aussi parce que j'ai connu Patricia par l'intermédiaire donc de l'entreprise de location de costumes de danse. Voilà, et puis j'ai suivi un peu l'évolution de ce magnifique projet et franchement, voilà, je ne pouvais pas passer à côté. C'est clair. Alors, Patricia, je sais que tu es là. Bonjour. Bonsoir. Comment Merci de vas-tu? m'accueillir. Ben, écoute, très bien. On a du soleil dans le sud, donc je ne sais pas vous dans le nord. Enfin, je dis dans le nord parce que nous, dans le sud, tout ce qui déplace la moitié de la France, c'est le nord. Ouais, c'est Je- ça, c'est vrai que c'est ouais, tout à fait. Ouais, non, on a eu une très belle journée aujourd'hui, voilà, Ah, super. avec du soleil et tout, donc c'était vraiment très agréable. Alors, bon, on va pouvoir commencer. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter succinctement? Alors, donc, Patricia Loubière, donc je suis professeure de danse, chorégraphe, ancienne danseuse professionnelle. Maintenant, je laissé la place aux jeunes. Et formatrice spécialisée dans tout ce qui est corps et handicap depuis maintenant, on va dire, une douzaine d'années. Voilà. D'accord, ok. Alors, du coup, ce soir, grâce à toi, on va parler de la danse et du handicap, mais pas que, parce que je sais que tu es aussi sensible à d'autres publics, on va dire socialement désavantagés. Voilà. Mais d'abord, on va commencer donc par la présentation de l'association Mosaïque, dans laquelle tu interviens. Et puis voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu son historique et puis son petit leitmotiv aussi. Alors, Mosaïque, donc on a fêté les 20 ans de l'association Mosaïque l'année dernière, donc elle a 21 ans aujourd'hui. Donc c'est une association qui a été fondée donc, avec une amie et moi-même, donc il y a 21 ans, qui au tout départ était vraiment plus sur les cultures urbaines, tout simplement parce que dans mon parcours de danseuse, j'ai été danseuse hip-hop contemporaine pendant de nombreuses années avant de passer mon diplôme d'État de professeur de danse. Et initialement, voilà, c'était vraiment tourné sur la mixité qu'on peut aussi retrouver dans les cultures urbaines et dans la danse hip-hop. Et, et ce qui m'a plu d'ailleurs dans la danse hip-hop, c'était justement ce panel de personnes de corps différents, d'origines différentes. Enfin voilà, c'était par rapport à ce que j'avais connu plus jeune dans la pratique de la danse en amateur. J'ai trouvé que dans le hip-hop, voilà, il y avait des physiques complètement différents. Il n'y avait pas ces notions aussi de pouvoir se payer des cours de danse parce que c'était initialement dans la rue. Moi, les premiers entraînements en danse hip-hop, c'était dehors. Donc, Oui. c'était accessible à tous. Et puis, la danse hip-hop aussi proposait tellement de disciplines et de techniques différentes au sein de cette même famille
qu'est la danse hip-hop, que ça soit le break au sol, que ça soit tout ce qui est old school, donc pop, lock, boogaloo, qui faisait qu'en fait, peu importe le physique qu'on avait, on trouvait toujours sa place dans le hip-hop. Et je pense que ces valeurs-là m'ont beaucoup parlé à l'époque et j'avais envie de transmettre aussi ces valeurs. Et petit à petit, cette association, elle a évolué au fur et à mesure que nous aussi, on a évolué. Et c'est tourné aussi, puisque Mosaïque, le nom de Mosaïque, c'était aussi justement par rapport à cette envie de métissage, une mosaïque de langages différents, de langages corporels. Et assez vite, je me suis tournée vers des publics et des façons d'appréhender la communication non verbale à travers le corps différentes, puisque le premier projet chorégraphique de la compagnie, qui est né en 2004, c'était autour de la danse hip-hop et de la langue des signes. Et donc, qui justement réunissait sur scène des danseurs entendants et des danseurs sourds qui utilisaient la langue des signes. Voilà. Donc, c'était tout un travail danse et langue des signes. Et petit à petit, voilà, l'association s'est tournée vers d'autres publics. En fait, on va dire que c'est pas moi qui ai choisi le handicap. Moi, j'ai choisi la différence. C'est ça qui m'intéressait. Quand j'ai commencé à travailler avec les publics sourds, je ne me suis pas posé la question. Pour moi, le mot handicap, il n'était pas là du tout. Je crois que je n'utilisais même pas ce mot à l'époque. Je travaillais avec la culture sourde. Donc, les sourds, c'est vraiment une langue à part entière, la langue des signes française. C'est une culture. Et pour moi, d'ailleurs, c'était évident que le rapport entre la danse et la langue des signes, c'était le corps et une passerelle entre le monde entendant et le monde des sourds qui était évidente. Que finalement, la langue des signes était très proche de la danse. Et ça m'est paru tout naturel de travailler, de monter un premier projet avec ce public-là. Avec ce public-là, ouais, d'accord. Voilà. Okay, tout à fait, ouais. Pour moi, il n'y avait pas le mot de handicap parce que dans mon esprit, en fait, travailler avec les sourds, c'est comme quand je vais, je sais pas, au fin fond de l'Asie, je me retrouve au Cambodge, dans un petit village toute seule, parce que j'adore les voyages aussi, et que personne parle anglais, personne parle français, encore moins, et que, il faut que je trouve où me loger, où manger, comment je vais me débrouiller en ne parlant pas leur langue, et eux ne parlent pas ma langue. C'est la même chose avec la communauté sourde. Et puis, je suis fascinée par cette langue que je trouve magnifique et tellement poétique. Oui, c'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais. J'ai eu l'occasion de la côtoyer un petit peu, mais comme ça, d'une manière très néophyte. Voilà. Y a une phrase que j'aime beaucoup aussi que tu mets, c'est... alors, il n'y a pas de toi, mais c'est de Saint-Exupéry. C'est « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis ». Oui, elle est formidable cette phrase. Ouais. Et pour moi, c'est vrai que la richesse de la différence, c'est ce qui me nourrit au quotidien et qui nourrit mon travail. Et je sais pas, pour moi, c'est vital de côtoyer ces personnes on a tous une singularité, on a tous une façon d'être au monde différente. Et je dis souvent que grâce quand je travaille avec la communauté sourde, ou quand je travaille avec des non-voyants ou des malvoyants, c'est à chaque fois, c'est des façons d'être au monde qui sont différentes, c'est des sensorialités qui sont différentes, et c'est extrêmement riche, et j'ai l'impression de voyager grâce à eux à chaque fois. C'est à chaque fois un voyage. Et je trouve ça magnifique de pouvoir voyager presque en restant chez moi. Oui, tout à fait, ouais, complètement. Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes, il y a toujours des petits problèmes de débit. Alors, vous inquiétez pas, si jamais c'est plus possible, j'enregistre aussi l'émission et donc je la remettrai en replay avec une bonne qualité si jamais vous avez des soucis de votre côté. Alors, donc on continue. Cette notion de transmission, elle se manifeste comment et sous quelle forme aussi? Il y a une expression que j'aime beaucoup que tu utilises, c'est danser nos différences. Donc, comment ça concrètement, comment ça se transmet? Oui, voilà.
Je sais que tu fais plusieurs choses parce que tu marches à peu près sur 3 axes, c'est-à-dire la transmission, la création et puis la valorisation. Donc on va venir aussi sur ces 2 autres axes. Mais cette notion de transmission, tu la manifestes comment? Tu fais des ateliers, enfin, comment ça fonctionne? Alors, donc, pour nous, ce qui était important, c'était de rendre la danse accessible à tous. Et, euh, et donc, en fait, il y a à peu près 8 9 ans, j'ai souhaité mettre en place au sein de Mosaïque des ateliers mixtes autour du handicap, mais pas que, puisque pour moi, ce qui était important, c'est de ne pas enfermer encore une fois les personnes en situation de handicap entre elles, mais étant convaincue de cette richesse, pour moi, j'avais envie de partager ça aussi avec les danseurs valides avec qui je travaille depuis des années. On va dire dans le cursus professeur de danse, j'aime pas ce mot normal, mais bon, on va dire habituel. Euh, et on a mis en place des ateliers de danse inclusive. C'était pas gagné au début, puisqu'en fait, il ne pouvait pas y avoir de demande vu que ces ateliers n'existaient pas. Ah oui, d'accord. Donc c'était compliqué. Il a fallu créer aussi cette demande. Donc ça a été un travail qui s'est fait d'une année après l'autre, minutieusement, qui a pris de l'ampleur parce que effectivement ça n'existait pas sur Montpellier. Il y avait des ateliers de danse, c'était des ateliers de danse de salon en mixité. D'accord. Il n'y avait pas d'atelier, on va dire plus danse contemporaine ou danse hip-hop, enfin, voilà, autour du handicap. Et alors là, c'était handicap moteur. Et en fait, dans mon parcours, j'avais côtoyé un jeune danseur dont je me rappelais, puisque, en fait, pour la petite anecdote, autant je connaissais la culture sourde de par mon enfance, puisque mes parents étaient famille d'accueil d'un enfant sourd, guyanais. Donc, en fait, j'ai grandi avec cette différence de langage, puisque donc c'était comme un frère pour moi, un frère qui n'avait pas le même langage que moi, qui ne verbalisait pas, donc qui venait en France pour apprendre la langue des signes, puisqu'à l'époque, en Guyane, il n'y avait pas de centre d'école, en tout cas pour les enfants, pour apprendre la langue des signes. Donc ces enfants, à 4 ans, ils venaient en France les 10 mois de l'année pour apprendre la langue des signes et repartaient les 2 mois d'été chez leurs parents en Guyane. Donc moi, j'avais 3 ans quand il est arrivé dans notre famille, donc c'est vrai que c'est fascinant avec le recul de repenser à cette petite fille et ce petit garçon qui communiquent à 3 et 4 ans ensemble en inventant des gestes, en inventant des codes. Certains signes, il les apprenait à l'école et puis le soir, quand il rentrait à la maison, il nous les communiquait. Mais je sais qu'il y a des signes qu'on avait inventés tous les deux. Donc, j'ai toujours été fascinée par cette faculté qu'ont les enfants de trouver comment communiquer entre eux sans la parole. Enfin, je trouvais ça, avec le recul, fascinant. Et par contre, je ne connaissais pas du tout le handicap moteur. Ni visuel, ni mental. Et en fait, c'est dans mon parcours de danseuse, parce que j'ai été 12 années danseuse-interprète au sein de différentes compagnies hip-hop contemporain, un peu partout en France. Et puis au sein d'un laboratoire qu'on explorait avec un chorégraphe à la Maison de la Danse de Lyon, ce chorégraphe nous a demandé d'expérimenter différentes contraintes physiques. Donc c'était par exemple danser avec une jambe raide, danser avec les mains attachées dans le dos. Donc à l'époque, je faisais beaucoup de sol, donc forcément, les mains attachées dans le dos, comment je fais pour m'organiser, pour descendre au sol, etc., etc. Et en fait, j'ai trouvé, on a passé une semaine à travailler sur cette notion de contrainte physique. D'accord. Et j'ai été fascinée parce qu'à chaque fois, je trouvais des chemins, enfin on trouvait des chemins corporels complètement inédits et différents, sur lesquels on n'aurait jamais été si on ne nous avait pas donné cette contrainte. Et en même temps, je me disais, mais waouh, ça veut dire quelqu'un à qui il manque une jambe ou à qui a une motricité différente, il peut accéder à la danse. Et j'étais fascinée par cette découverte que je venais de faire à travers la proposition de ce chorégraphe. Mais autour de moi, je ne connaissais pas de personnes handicapées moteurs, physiques. Oui. Et donc, ça a été toute une recherche pour justement pouvoir monter ces cours. Et à l'époque, quand j'ai décidé de monter ces cours, parce qu'au début, j'intervenais uniquement en structure médico-sociale. D'accord. Parce que personnellement, je trouvais ça plus rassurant de travailler en structure médico-sociale, dans le sens où on travaille avec une équipe éducative, une équipe médicale, des kinés. Donc c'est beaucoup plus... oui, plus cadré, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Mais en et même rassurant, temps... Et rassurant en même temps. Voilà.
mais en même temps, même si c'est un super travail, j'avais envie, il me manquait la mixité avec des danseurs valides parce que je savais que ça allait leur apporter aux deux, hein, Oui. mais vraiment, ça allait être très riche. Et je me suis dit, il faut aussi amener la danse en milieu ordinaire, le sortir aussi pour ceux qui sont en milieu ordinaire, parce qu'il y a plein de personnes en situation de handicap qui sont très autonomes. Oui. Voilà. Après, il fallait trouver le public. Et donc, à l'époque, je me rappelais d'un jeune que j'avais entreaperçu une fois. C'était un jeune qui était handicapé moteur, qui s'appelle Nathan, qui avait à l'époque 13 ans. Et je me rappelais qu'il faisait un petit peu de hip-hop, parce que son frère faisait du break, et j'avais repéré ce jeune. Et puis, donc, entre-temps, j'ai aussi une jeune femme qui m'appelle en me disant, voilà, je viens d'arriver sur Montpellier, qui s'appelle Sandrine, et qui me dit, voilà, moi, je suis paraplégique, je viens d'arriver sur Montpellier, j'ai vu votre pub, je veux danser avec vous. Mais, donc, j'avais donc j'ai appelé Nathan, et j'ai demandé à Sandrine, on s'est réunis tous les deux, et j'ai demandé à Santiago, qui travaillait avec moi, qui est un magnifique danseur hip-hop qui est maintenant sur Paris, Oui. professionnel, et à une jeune danseuse qui suit mes ateliers depuis très longtemps, qui est kiné en parallèle, de me rejoindre. Et on a fait un rendez-vous tous les quatre, et je leur ai proposé, s'ils étaient OK, de danser une fois par semaine tous ensemble, comme un peu un laboratoire, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui émerge de cet atelier. Et donc de là est née une première chorégraphie, un quatuor, qu'on a présenté donc, au spectacle. Il y a eu une restitution de ce travail. Et puis, on a commencé à avoir une visibilité. Et d'année en année, l'année suivante, ils étaient 6 danseurs en situation de handicap et 6 danseurs non handicapés. J'aime bien changer, parce que le mot valide, voilà, il ne veut pas dire grand-chose. Donc, j'aime bien utiliser aussi non handicapé, ça change. Oui. Et l'année suivante, eh ben, deuxième cours avec de plus en plus de demandes. Donc voilà, c'est une aventure qui a commencé, on va dire, il y a 8 ans. Et c'est super parce qu'on a des élèves et des danseurs qui sont là depuis le début. Par exemple, comme Nathan, ce jeune dont je vous parle, qui est aujourd'hui à 21 ans et qui a intégré la compagnie suite à sa formation dans les ateliers, qui continue d'être formé et qui intègre aujourd'hui la compagnie professionnelle. D'accord. Voilà. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait donc, apparemment donc, plusieurs modes d'intervention. Donc, il y a ce que tu appelles toi la danse adaptée, donc, qui est animée et conçue par des professionnels de la danse ou du médico-social. Et un autre champ d'intervention donc, qui est ce que tu appelles la danse inclusive ou la danse intégrée. Où là, si j'ai bien compris, ce sont réunis des publics un peu différents. Alors, en fait, pour les définitions, en fait, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est la définition. Enfin, il y a plusieurs appellations. Ça peut être effectivement danse adaptée, danse inclusive, danse intégrée. Je sais plus encore, handi-danse. Enfin, il y a pas mal de termes différents. Oui. Nous, ce qu'on a choisi qui correspondait. Alors, le terme danse intégrée, danse inclusive vient en fait des États-Unis et d'Angleterre, où est née la danse inclusive. Dans les années 80, d'accord. Notamment auprès de 2 chorégraphes en danse contemporaine qui sont Ada Benjamin, qui est en Angleterre, d'accord. Qui est un des pionniers de la danse inclusive, avec qui j'ai eu l'occasion et l'honneur de travailler il y a 2 ans. Donc je suis partie en Angleterre travailler avec lui. Et également Alito Alesi, qui est aux États-Unis et qui continue à traverser le monde entier pour proposer aussi des formations. Voilà, donc ces 2 personnes ont initié, donc ça vient plus de la danse contemporaine, qui a initié justement ce mouvement d'associer des danseurs, on va dire, aux corps différents, aux sensorialités différentes, dans une idée aussi de mixité et de complémentarité. D'accord, ok, d'accord. Okay. Mais pour être clair, en gros, la danse adaptée, c'est la danse adaptée aux personnes en situation de handicap, donc qu'ils soient visuels, auditifs, mental ou qu'est-ce que j'ai oublié, ou moteur, pardon. Oui, moteur. Mais la danse adaptée, en général, quand on utilise ce terme, c'est quand il n'y a pas de possibilité de mixité. C'est souvent, par exemple, sur les interventions en atelier sur des structures médico-sociales, où là, la mixité
dans des IME, par exemple, est très compliqué. On ne peut pas faire venir des danseurs non handicapés dans ces centres. Ouais. Donc là, on appelle ça de la danse adaptée. Et dès que la mixité est possible, donc en milieu ordinaire, dans les écoles de danse normales, on va dire, dès que la mixité est possible, on appelle ça des ateliers de danse inclusive. Alors, ce terme aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire parce que les mentalités, elles ne sont pas encore prêtes à ce que... moi, j'espère un jour que ce terme, il disparaîtra et que dans un atelier de danse, on pourra intégrer dans n'importe quel atelier un élève en situation de handicap, quel qu'il soit, et qu'il n'y aura pas besoin... voilà, ce que j'espère un jour, c'est qu'effectivement, ces termes-là, ils seront tellement banalisés que ça deviendra juste normal d'intégrer dans un atelier de danse quelqu'un différent et que les profs seront j'espère, formés et puis que, voilà, que les mentalités auront évolué. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail. Encore du travail dessus, quoi. Ouais, bah, je comprends, hein. C'est vrai que c'est... Alors ça avance quand même, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des petites choses. Il y a des initiatives, ouais. Voilà, il y a des initiatives, mais c'est vrai que bon, voilà, il y a encore un long chemin, c'est sûr. Est-ce que tu veux que je te propose, du coup, parce que c'est vrai qu'on a parlé un peu de ce qu'était la danse inclusive, peut-être que pour les gens, concrètement parlant, on peut passer un petit extrait vidéo, justement, d'une restitution d'atelier, en fin de compte, hein, si ça te dit. Bah, avec plaisir. Ok, bon, bah on y va, c'est parti. Allez.
Voilà, donc ça c'était un extrait, donc, enfin un extrait, oui, des ateliers en fin de compte que tu as pu faire. Donc ça date de 2017, tu t'en souviens ou pas? Alors, il J'imagine. se passe tellement de choses chaque année. Ça me fait bizarre de revoir ces images et ça me touche parce que bah, il y a certains élèves qui sont là depuis tellement longtemps et je me dis, waouh, c'est vrai, on a vécu ça, il y avait aussi cette chorégraphie. Ouais. Et je trouve ça très chouette de... Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. D'accord, ça avait coupé. Ça me touche beaucoup parce que je vois bah, tous ces, tous ces danseurs réunis sur scène. Pour moi, il y a plus de différence sur scène. Et c'est super de les revoir. Ouais. Et encore présent, là, on a repris les ateliers il y a 15 jours et la plupart sont encore là. Ils sont encore là, d'accord, ok. D'accord. Je me dis comment ils font pour me supporter depuis toutes ces années. Ils sont J'adore. encore là, ils en veulent encore. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Puis non, puis franchement, enfin, quand on regarde, après, bien sûr, j'ai pas participé aux ateliers, mais je veux dire, quand on regarde sur scène le rendu, quoi, enfin, on voit bien il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose derrière qui a fait que du coup, il y a eu toute une dynamique, une- ouais, enfin, une cohésion, en fin de compte, qui s'est mise en place, quoi. Ça, c'est clair, hein, c'est clair. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, si je regarde sur le côté gauche, c'est parce que comme on a eu des problèmes au tout départ et que je suis en train en permanence d'essayer de rétablir le flux, je ne comprends pas pourquoi. Ce soir, il y a un problème avec le flux. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais je suis le fil en même temps. J'arrive à faire deux choses à la fois. J'avais une question aussi, c'est pas trop compliqué en fin de compte de trouver des lieux adaptés parce que bon pour les gens effectivement qui sont sourds et malentendants, bon voilà ils ont leurs deux jambes, leurs deux bras etc. Mais pour des gens qui sont en mobilité réduite, ça ne doit pas être forcément évident. Comment ça se passe? Alors, pour les lieux, bah, en fait, par rapport en France, on a eu la loi du 11 février 2005 qui aurait dû rendre tous les lieux accueillant du public accessibles D'accord. pour toutes les personnes en situation de handicap. Malheureusement, on est en 2020 et c'est toujours pas le cas, et c'est loin d'être le cas. Il y a eu des progrès, mais il y a encore plein d'endroits non accessibles. Et je pense que c'est pour ça que nous, on fait aussi un gros travail de sensibilisation au handicap, notamment auprès des scolaires, mais pas que, auprès du grand public, parce que c'est des choses toutes bêtes, mais une marche ou un changement de niveau, ou enfin ça peut être des difficultés qui rendent un lieu, par exemple, non accessible. Mm. Donc c'est vrai que c'est ce que les... Attends, excuse-moi Patricia, du Ouais. coup, est-ce que tu peux redire parce que le micro s'est coupé au fur et à mesure. Je ne Ah, comprends pas pourquoi. Donc vas-y, oui. La question que je posais, c'est est-ce que c'était pas trop compliqué de trouver des lieux adaptés? alors, Voilà. si c'est compliqué parce qu'on doit tenir compte. Alors, ça dépend pour quel type de public, effectivement. On va dire que le plus compliqué, c'est pour effectivement les personnes en fauteuil, puisqu'il faut des salles de plein pied ou alors un accès avec un ascenseur. Il faut des salles suffisamment grandes parce que quand on travaille avec des danseurs en situation de handicap moteur, surtout quand ils sont en fauteuil, on considère le danseur avec son fauteuil, puisque donc du coup on va mettre en place aussi des choses par rapport à ces déplacements, notamment pour les personnes qui sont en fauteuil électrique et qui pour certains ont très peu de mobilité du haut du corps. Donc on va jouer à fond sur les déplacements de la personne avec son fauteuil. Donc ça va demander d'autant plus d'espace. Donc ça veut dire des salles suffisamment grandes, des salles accessibles, une proximité aussi du tram et du centre-ville. Faut pas que ça soit des salles qui soient à l'autre bout de Montpellier. Donc effectivement, on va regarder aussi quel est le tram le plus proche. Est-ce qu'il n'y a pas une montée ou une pente pour accéder? Est-ce que voilà, la personne peut venir seule sans problème? Enfin, on essaie de répondre à tous ces paramètres qui pour nous sont évidents. On ne peut pas proposer un atelier de danse inclusive si c'est pas accessible. Euh, voilà. Après, il y a des adaptations effectivement par rapport au lieu, par rapport au public, par exemple. Sourds, ça va être aussi des adaptations. Les sourds, par exemple, ressentent les vibrations. Donc, ça va passer par le sol. Donc, on va devoir adapter aussi, poser des enceintes au sol, si possible, avoir un plancher, puisque du coup, le son, les vibrations Ah passeront oui, les d'autant vibrations, d'accord, oui.
je vois. Donc, ça va être aussi un placement en fonction, parce qu'eux, donc, ils vont fonctionner essentiellement sur le visuel. Quand on travaille avec des personnes non-voyantes ou malvoyantes, il va falloir aussi travailler sur l'accessibilité. Donc, sur Montpellier, par chance, on a détecté quelques lieux qui nous sont fidèles et des vrais partenariats qui permettent de pouvoir mettre en place ces cours depuis pas mal d'années. On a aussi le partenariat avec Montpellier Danse. Ah oui. Voilà, donc ça fait, je crois, 5 ou 6 ans que Montpellier Danse nous convie à venir donner des ateliers chaque année en mixité. Donc ça, c'est super parce qu'on a commencé avec les ateliers inclusifs, de danse inclusive sur le handicap moteur. Puis l'année dernière, non, il y a 3 ans, on a travaillé avec des non-voyants, avec une association de personnes non-voyantes. Et l'année dernière, on a travaillé pour la première fois avec la communauté sourde. Donc j'étais très très heureuse ça me tenait vraiment à cœur aussi de faire entrer la communauté sourde dans ce magnifique lieu qu'est Montpellier Danse et cette institution. Et que voilà, il y a une reconnaissance aussi pour ces publics-là. Donc je suis. Et puis c'est vrai que pour Mosaïque, ça a permis aussi une belle, on va dire, visibilité. Et c'est vrai que l'impact de Montpellier Danse a fait connaître aussi l'activité à peut-être un plus grand nombre, aussi bien auprès de personnes en situation de handicap que de danseurs valides, amateurs ou professionnels. Et ce qui est bien aujourd'hui dans les ateliers, c'est qu'on a vraiment une mixité entre professionnels, amateurs, en situation de handicap ou pas. Et c'est juste génial, quoi. Moi, j'adore cette mixité et c'est riche pour tout le monde. Oui, tout à fait, ouais. Complètement. Et l'aspect financier pour les... Parce que je sais que tu es assez attaché à ce que les gens puissent participer, enfin, le plus de personnes possible puissent participer. Financièrement parlant, comment ça se passe par rapport aux ateliers, si des gens décident voilà, de se dire bah ouais, j'ai envie d'y participer, voilà, par exemple, là ce soir, ils disent ah ouais, super et tout, j'ai envie, comment ça se passe? Alors ça faisait partie aussi des choses qui pour moi étaient importantes, c'est-à-dire que si on propose des ateliers, il faut que n'importe qui puisse y participer et que en tout cas l'aspect financier ne soit pas un frein pour eux. Donc c'est vrai qu'on a réfléchi au sein de l'association comment on pouvait être le plus juste possible pour proposer des tarifs en fonction des possibilités de chaque personne. Parce qu'il faut savoir que une personne qui est née avec un handicap, généralement, elle vit avec l'AH, qui est l'allocation adulte handicapé, qui ne représente pas énormément chaque mois. Donc, c'est compliqué de proposer des ateliers à 300 € par an pour un atelier par semaine. Pour eux, ce n'est juste pas possible, même si on fait des facilités de paiement mensuel, etc. Donc, voilà, nous, on a décidé de faire en fonction du quotient familial. Donc, on a des tarifs qui s'appliquent en fonction on va dire, de la situation, voilà, de leur revenu pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde. Et ça, c'est important. Alors, c'est aussi pour ça qu'on dépend aussi des subventionneurs, parce que c'est une politique aussi d'accessibilité pour tous, à tous les niveaux. Et sans les subventions, on ferait porter beaucoup plus aux bénéficiaires et ça, on ne le souhaite absolument pas. D'accord, okay, oui. Donc là, pour l'instant, vous pouvez vous permettre, parce qu'effectivement, vous avez des subventions publiques, du coup, privées. On a quelques subventions, mais chaque année, c'est très compliqué. Donc là, moi, je suis très heureuse, puisqu'au niveau de Mosaïque, donc, c'est aussi un travail d'équipe, on n'est pas nombreux. Mais voilà, il y a Manuela qui est en situation de handicap moteur, qui est la présidente. Oui. Donc c'est super parce que moi j'ai un rôle de passeur et de transmetteur, mais je trouve que c'est bien voilà, de donner l'espace et la parole aux artistes et aux personnes en situation de handicap. Je trouve qu'ils l'ont pas assez. Et après, bon, voilà, on a une secrétaire, une trésorière, Marie-Laure et Angélique, qui sont super. Et puis on a un chargé de projet qui est arrivé cette année, voilà, qui bosse effectivement sur les recherches de subventions, de financement, pour qu'on puisse continuer à proposer ces ateliers, et qui travaille aussi sur le festival dont on parlera après. Oui, d'accord, tout à fait. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu sais, cette proposition justement d'intervenir dans le milieu médico-social, c'est bien perçu auprès des structures médicales? Alors, bien sûr, c'est une vraie demande, puisque souvent les structures médicales sont en demande d'activités, et notamment artistiques, adaptées pour leurs résidents.
Donc il y a de la demande. Après, ce qui est très compliqué, alors là je parle sur Montpellier, après je ne connais pas dans les Oui, autres villes enfin, comment sur ça se passe. Pierrefonds, bien sûr, oui, c'est ton Voilà. cas à toi, enfin, personnellement. Voilà, ici sur notre territoire, la difficulté qu'on a, c'est effectivement qu'en fait, il faut que les structures médico-sociales montent des dossiers de subvention pour pouvoir réaliser ces ateliers, parce que souvent elles n'ont très peu de budget, et que du coup, ils sont tellement débordés de travail, et puis c'est pas leur métier forcément de monter des dossiers. Donc c'est vrai que des fois, ça met un petit peu de temps. Donc nous, dès qu'on peut, voilà, on les aide à monter les dossiers pour qu'ils puissent trouver les financements pour mettre en place ces ateliers. D'accord, ok. Mais évidemment, c'est toujours un grand bonheur de pouvoir aussi aller dans les structures médico-sociales et de créer du lien aussi. On essaye de créer du lien en dehors des structures, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pour nous, c'est important tous les volets qu'on développe, parce que par exemple le festival, c'est un moment pour nous de rencontre et de faire rencontrer les différents publics avec lesquels on travaille. Et par exemple, c'est arrivé par exemple qu'avec des résidents d'une structure médico-sociale avec lequel on a monté un projet, eh ben, ils peuvent passer en première partie du festival, par exemple. Si le groupe est suffisamment prêt, s'ils ont envie, parce qu'il n'y a jamais... Les restitutions d'ateliers, on va dire les spectacles, ne sont jamais une fin en soi. C'est-à-dire que pour moi, c'est tout le chemin, tout ce qui va passer, c'est l'aventure qui va se passer, artistique, humaine, dans les ateliers, avec les résidents, avec les stagiaires, avec les élèves, qui est la plus importante. Il n'y a pas il faut à tout prix faire un spectacle. Enfin, voilà. C'est la cerise sur le gâteau. Et puis c'est surtout, si eux, ils ont envie, c'est pas moi qui vais leur dire, vous montez sur scène. Il faut que ça parte aussi d'eux. Et c'est très drôle parce que généralement, il y a toujours cette envie dans les cours de danse adaptée ou de danse inclusive ou les stages de dire, ah oui, on veut monter sur scène. Enfin, ils ont vraiment envie de montrer de quoi ils sont capables. De montrer que c'est possible de danser, de montrer ce qu'ils ont réussi à faire dans un travail de groupe. Oui. Et c'est eux qui, en début d'année, nous disent, bon, c'est quand le spectacle, quand est-ce qu'on monte sur scène, est-ce qu'on va faire un spectacle, enfin, ils sont vraiment friands de ces... Vraiment friands, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça fait penser une phrase, alors je sais plus si c'était Montesquieu, c'est pour quand on va arriver en haut de la montagne, enfin ce qui est important, c'est pas le sommet de la montagne, mais c'est le chemin pour la gravir, quoi. Voilà. Donc ça résume un petit peu. Enfin, je me souviens plus exactement mot pour mot, mais bon, je comprends tout à fait et je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, si j'ai bien compris, dans ces ateliers, l'objectif, ça permet au final, en fin de compte, d'avoir une meilleure conscience corporelle, cognitive, artistique et relationnelle, en fin de compte. C'est tout ça cumulé. Alors, j'essaye de résumer, mais vas-y, développe. Alors, là, il faudrait prévoir 3 heures. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vais résumer un peu. On va dire que moi, j'aime bien aussi repositionner ma porte d'entrée. C'est-à-dire que je ne suis pas danse thérapeute, je ne suis pas art thérapeute. J'ai vraiment une porte d'entrée qui est l'artistique, qui est la transmission de la danse et l'artistique et la chorégraphie. Et ça, c'est important parce que souvent, je reçois des appels d'art thérapeutes ou de personnes qui veulent... Alors, effectivement, il va y avoir des points communs. Bien évidemment, la danse apporte du bien-être, mais comme toute activité... que ce soit la musique, le chant, mais même, je sais pas, si on adore faire du tennis, forcément, on va être heureux et on va trouver un certain épanouissement à pratiquer une activité quand même. Donc, on va dire qu'effectivement, le plaisir, pour moi, c'est un point essentiel. Mais pas que pour les danseurs en situation de handicap. Moi, je pars du principe que dans ma transmission, on travaille. Le travail, c'est important. Il y a un cadre. C'est un échange. Moi, je transmets, mais il faut aussi que je sente l'envie. Je pense que tout enseignant a besoin de cet échange, sinon on se vide. Tout à fait, complètement. Voilà. Non, mais complètement. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis, cette notion d'échange, parce que c'est vrai que là, on parle de danse handicap, mais c'est pas. C'est vrai que le piège. Enfin, je sais pas, parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de donner cours à des personnes avec un handicap, quel qu'il soit. Mais c'est vrai que le piège, c'est un petit peu de se positionner en disant je vais donner toute mon énergie aux personnes qui, elles, n'ont pas la possibilité soit de pouvoir utiliser leurs jambes ou forcément de ne pas entendre ou de ne pas voir, etc. Ce qui fait que du coup, on s'épuise
et à la fin on est complètement vidé, je pense, alors que le but c'est justement échanger en fin de compte, c'est-à-dire qu'il y a une nourriture dans les deux sens. Et ça, je pense que Ouais. c'est dans toutes les transmissions, à partir du moment où il faut qu'il y ait une envie de l'autre côté Ah aussi. voilà, Ça peut tout pas à fait, être qu'il n'y complètement. a pas l'envie de l'autre côté. Il faut qu'il y ait un Et échange. il y a un échange. Et en général, les personnes en situation de handicap qui viennent dans nos ateliers, elles sont dans la soif de découvrir, de partager. Elles sont aussi dans cette recherche d'échange humain, parce qu'effectivement, ça touche aussi plus largement le vivre ensemble. Et l'intégration dans la société de chaque individu dans sa singularité. Oui, Et ça, c'est très important pour eux, cette mixité. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Je me suis perdue complètement. C'était quoi ta question? non, je disais que souvent, enfin, peut-être qu'on peut tomber dans ce piège justement où on donne tellement à une personne effectivement qui souvent, enfin, comme tu disais, ça pas encore, enfin, ça évolue, mais ça évolue lentement. Et je pense qu'on pourrait facilement rester dans des stéréotypes qui fait que du coup, on va être plutôt en disant, je vais tout donner pour que la personne, ça lui fasse plaisir, etc., etc. Et à force de donner, du coup, on s'épuise totalement, alors que le but, comme en premier, c'est justement d'échanger entre une personne qui est différente. Et ces différences-là vont faire qu'on va pouvoir échanger et construire une nouvelle richesse en fin de compte, dans certaines choses, quoi. Voilà, c'était ça que je voulais dire, quoi. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis ou pas. Enfin, voilà, Dans la c'est- transmission, pour moi, que j'enseigne à des ouais. personnes en situation de handicap, en mixité ou qu'avec des personnes non handicapées. Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Enfin, Oui, je vais m'adapter effectivement en fonction du handicap, en fonction du possible de chacun. oui, bien sûr. Mais moi, ma position d'enseignante ou de chorégraphe, elle ne change pas. Pour moi, j'ai des individus en face de moi singuliers. Voilà, je vais essayer de développer, au lieu de voir leur incapacité, moi, ce qui m'intéresse, c'est de valoriser leur capacité et étirer justement leur possible. Et Oui, c'est ça qui m'intéresse de valoriser chez chacun d'eux. Et comment, à l'intérieur du groupe, on valorise chaque individu tout en ayant cet esprit de groupe dont oui, on doit. totalement. Ah ouais, je comprends tout à fait, hein, complètement. Et puis, il n'y a pas de. Enfin, moi, enfin, en même temps, chacun est singulier, mais en même temps, ils sont tous égaux, en fait, Oui, quelque oui, part. mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est justement le but, c'est pas d'ignorer comment le handicap ou de dire on l'efface et on fait comme s'il n'était pas là. Non, C'est de fait, dire il est pas. la personne, on la prend comme elle est. Je veux dire, voilà. Et puis à partir de là, on va créer, on va composer, on va voir ce qui est possible de faire. Mais je dirais comme une personne valide aussi, c'est pareil. Tiens, est-ce que toi tu peux faire ça? Bah non, là c'est pas facile. Exactement. Bon, on va voir comment on va gérer le truc. Est-ce qu'on peut partir sur un autre chemin? Ou alors est-ce qu'on va essayer de voir si on le contourne? Ou si on dit non, il faut quand même y aller un peu, pousser la chose parce que je pense que c'est possible. Voilà, etc. C'est composer avec la contrainte. Voilà, C'est tout à fait. composer avec. Complètement. Tout à fait. Mais comme j'ai envie de dire, quand on travaille sur un duo avec un autre danseur, pas forcément en situation de handicap, on a tous un corps différent, des tailles différentes. Donc en fait, quand on travaille sur un duo, on doit aussi s'adapter à l'énergie de l'autre, à son Oui, corps. Euh, complètement. mais c'est exactement la même chose, sauf que la personne soit elle est en fauteuil, soit elle est sourde, soit elle est non-voyante. Mais en fait, c'est une rencontre à chaque fois. Donc il y a une adaptation nécessaire des deux côtés, Oui, un tout à fait. équilibre. Donc c'est Ouais. vrai qu'il y a tout un travail aussi de confiance, d'écoute, d'ouverture d'esprit. Et il y a aussi beaucoup de dialogue et d'humour dans les cours. Ouais. C'est pas du tout. On rigole beaucoup. Ils ont beaucoup d'humour. Euh, moi, je les trouve juste extraordinaires parce que c'est les premiers à rire de leur handicap. Et bon, après, quand je les connais bien, effectivement, moi, de temps en temps aussi, je fais des boulettes et puis on en rigole hein, parce que Oui. ça Bah, peut de toute m'arriver façon, en plein cours oui. de dire bon, ça va, ça roule. Ah bah oui, c'est sûr, ça roule. Bon, Oui, voilà. c'est sûr, Mais c'est sûr. aussi, Oui, mais bon. en fait, la pire des choses la pire des choses, c'est de pas oser aller vers eux. Ou on s'en fout de dire une malade. Enfin, Une bêtise, la quoi. pire des choses, c'est l'indifférence, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Donc, voilà. Et puis, on communique beaucoup. Voilà, chaque danseur est singulier, ou il peut arriver avec des douleurs, ou
ou des problématiques ce jour-là. Donc, de ne pas hésiter à dire, OK, moi aujourd'hui, j'ai une fragilité dans ma jambe gauche, où là, il ne faut absolument pas m'appuyer sur cette partie-là, ou sur cette partie du fauteuil, ça, c'est fragile. Enfin, voilà. Donc, il y a beaucoup aussi d'échanges et c'est important aussi de pouvoir échanger. Complètement. Et que chacun se sente respecté pour se sentir à l'aise dans la danse et surtout en sécurité. Parce que en tant que professeur de danse adaptée ou de danse inclusive, j'ai la responsabilité aussi de leur sécurité physique, émotionnelle au sein des ateliers. Donc c'est important aussi. Et c'est vrai que c'est tout un travail de confiance. Ça prend énormément de temps aussi. Les choses se construisent petit à petit. Et c'est pour ça qu'il faut être patient et voir aussi sur du moyen terme et du long terme, parce que les choses, elles arrivent, ça prend du temps aussi. Et ça, c'est important de respecter cette temporalité. Ouais, je comprends tout à fait. D'ailleurs, ce que je te propose, je regardais dans le dossier que tu m'avais donné, là, il y a un témoignage justement d'atelier. Donc, j'en ai sélectionné un, c'était celui de Linda, qui a donc 45 ans. Voilà, donc elle est en situation de handicap moteur. Alors je vais lire ce qu'elle a mis. Alors d'abord je mets le contexte. Donc elle est en situation de handicap moteur et non-voyante, en fauteuil manuel. Alors voilà ce qu'elle dit. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je vais parler un peu fort parce que alors ce soir c'est vraiment pour le coup l'informatique ça fonctionne. Au niveau du son, c'est pas tip top. Au niveau de la vidéo, c'est pas tip top. Donc de toute façon, je la remettrai en replay. Je vais la remodifier. Je vais refaire un montage pour que ce soit bien. Alors j'y vais. J'attends chaque lundi avec impatience. J'ai découvert le plaisir de danser en fauteuil dans cet atelier où je me sens en sécurité. Au début, ce n'était pas facile pour moi car je suis en fauteuil et aussi non-voyante. Il y a 2 ans, j'ai eu connaissance par Montpellier Danse de l'association Mosaïque avec qui j'ai pris contact. Mais je pensais que ce ne serait pas possible pour moi de danser. J'ai rencontré Patricia qui m'a rassuré. L'an dernier, j'avais fait 4 stages dans l'année. Elle a su me mettre en confiance dans les mouvements et avec les autres danseurs. J'avais adoré et j'attendais une place dans un cours régulier pour pouvoir danser plus souvent. J'ai donc pu en septembre 2019 intégrer l'atelier du lundi. C'est un cours que je n'ai jamais loupé. J'aime beaucoup la musique et faire des mouvements en contact avec les autres danseurs. Ça m'apporte beaucoup. Voilà. Donc je trouvais que ça... Voilà, c'est par rapport à ce dont tu as parlé là, et puis même les conversations qu'on a eues aussi en préparation, je trouvais que ça résumait assez bien. Voilà. C'est vrai que c'est une personne au début, pour moi, c'était pas évident aussi, parce que je me disais, comment je vais faire pour, quand justement il y a du polyhandicap, puisqu'elle est dans un atelier de danse inclusive où les danseurs sont en situation de handicap moteur. C'est la seule qui est non-voyante, et il y a des danseurs non handicapés qui accompagnent aussi ce cours. Et c'est une expérience qui s'est construite au fur et à mesure. Mais je pense que c'est aussi chaque professeur qui doit se respecter aussi. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours je me sens toujours extrêmement responsable des personnes qui viennent dans mes ateliers. Donc, je prends vraiment le temps. Et si je leur propose un atelier régulier, où il y a quand même, là, c'est un atelier où ils sont 10, voire 12 danseurs. Donc, c'est qui est quand même pas mal sur un atelier de danse inclusive. Et c'est vrai qu'au tout début, je lui ai proposé des stages. C'est souvent comme ça que je procède. C'est-à-dire les personnes que je ne connais pas, qui peuvent avoir un handicap un peu lourd, on fait des petits stages. Avec, en général, il y a 4 personnes en situation de handicap et 4 danseurs qui ont déjà une bonne expérience de la danse inclusive. Et ça, c'est important aussi que les danseurs qui viennent sur ces ateliers-là soient à l'aise avec leur corps et une bonne connaissance de leur schéma corporel, etc. pour être à l'aise. Parce qu'on ne peut pas être à l'aise avec le corps de l'autre. Et le corps différent, d'autant plus si soi-même, on n'a pas déjà fait un travail sur soi, sur sa corporalité, sur sa présence, sur l'improvisation aussi, parce que je travaille beaucoup avec l'improvisation guidée. Le toucher, alors là, en ce moment, c'est super triste, notamment pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, ça me rend... c'est horrible parce que là, pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, c'est juste atroce ce qui se passe parce qu'ils n'ont plus le toucher, le contact. Et dans les ateliers, c'est hyper frustrant parce qu'on ne peut plus utiliser ça. Donc, j'essaie de trouver des subterfuges pour
Mais c'est vraiment compliqué bon, pour les sourds aussi, puisqu'en fait, avec les masques, hein, ils Ah bah peuvent oui, pas. Mais les sourds travaillent beaucoup, enfin, pardon, communiquent aussi. Il n'y a pas que le signe, il y a aussi l'expression du visage. Ce qui fait que quand vous avez un masque qui vous cache la moitié, même les trois quarts du visage, il n'y a plus d'expression. Et pour ceux qui veulent lire sur les lèvres, c'est impossible. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que pour moi, une personne n'est pas. Il y a personne en situation de handicap en elle-même. hmm, Il y a pas, ça n'existe pas une personne handicapée. Une personne, elle est en situation de handicap, et c'est pour ça que j'aime bien préciser en situation de, parce qu'une personne est handicapée par rapport à un environnement d'accord, oui, c'est l'environnement qui la met qui en la situation rend de handicap. voilà, valide ou invalide en fin de compte, quelque Oui, part. parce que si nous, on est tous entendants et qu'on va dans un pays où tout le monde parle la langue des signes, bah, moi, je vais me retrouver, enfin, moi, je signe, mais une Oui, personne oui, qui signe pas, c'est elle qui va être handicapée, c'est tout pas à les fait, ouais. sourds. Oui, Donc, complètement, complètement, pareil pour les complètement. personnes en non-voyants, si c'est tout adapté à eux, c'est parce que la société, tout l'environnement, le contexte n'est pas adapté à eux. C'est tout. Oui, Et moi, pour moi, il n'y a pas de handicap. Enfin, on est tous à un moment de sa vie handicapés dans des situations qui nous mettent inconfortables, mal à l'aise. Après, voilà, il y a des normes, il y a des qui, bon, voilà, qui moi, hmm. j'ai envie des fois de tout éclater. Mais Ouais, parce non, qu'on est complètement. tous, voilà, on a tous nos handicaps à des moments dans nos vies. On s'est tous retrouvés confrontés à des problématiques et on s'est senti handicapé par rapport au reste Tout à fait, oui, complètement. de nous. Bah, même par exemple, quelque chose tout à fait classique, aller dans un autre pays, ne pas savoir parler la langue. euh, Enfin, je veux dire, déjà, c'est déjà hyper difficile, surtout dans des pays comme par exemple la Russie où on utilise l'alphabet cyrillique. Bon, bah, si on n'a pas appris l'alphabet cyrillique, c'est très très difficile de lire les panneaux. C'est ça, on peut pas lire les panneaux, on peut pas communiquer, bah oui. Tout à fait, tout à fait. Donc là, effectivement, il y a deux options. Soit on dit non, je vais jamais y aller parce que j'ai peur. Soit je C'est dis bah ça. j'y vais quand même, je vais me planter, il va se passer ce qui va se passer, mais je sais qu'à l'arrivée, en fin de compte, je serai gagnant. Mais de toute façon, tu as tout dit dans ce que tu viens de dire, hein. La peur. Mm. C'est la peur de l'inconnu qui fait qu'il y a encore beaucoup de freins. Parce qu'en fait, le principal frein qu'on retrouve, je trouve pas aujourd'hui, ce sont les représentations que la société a du handicap généralement. Même s'il y a eu heureusement une belle évolution, mais elle n'est pas encore suffisante. Et là-dessus, c'est le grand public, mais c'est aussi par rapport au secteur dont on parle aujourd'hui, c'est aussi certains professionnels de la danse, Mm. certains on a une représentation de ce qu'est un corps dansant, une certaine virtuosité dans la danse. Ça a beaucoup évolué, mais il y a encore ces freins-là. Ça peut être aussi les professionnels de la culture aussi, ou encore la danse, des artistes en situation de handicap, c'est encore compliqué pour eux d'accéder à des festivals, d'accéder à des programmations. Il y en a, hein. Il y a Jérôme Bell, qui est chorégraphe Oui, français, qui Jérôme travaille Bell, oui. sur le handicap, voilà, sur le handicap notamment mental. Il y a en France, il y a la compagnie Tatou à Paris, qui fait un petit peu le même travail que nous, avec qui on est en lien. Il y a plein d'artistes. Il y a IVT qui est avec Emmanuel Laborie. Eux, ils sont plus sur théâtre et langue des signes. Mm. Mais voilà, ils font beaucoup aussi pour la reconnaissance des artistes sourds. Voilà, Oui, il y a il y a quand même pas mal de gens, en fin de compte, qui se mobilisent pour que ça avance, en mais fin de compte. voilà. Et puis le grand public, il faut aussi lui amener aussi des propositions artistiques différentes, Oui, parce que tout si à on fait. lui Tout à propose fait. que un certain type de corps dansant, Mm. bah, Oui, et puis aussi parfois elles-mêmes, les personnes en situation de handicap elles-mêmes, qui se disent, qui se limitent elles-mêmes en se disant, ben non, moi j'aurais pas accès à ça, alors oui, que bien sûr elles peuvent. si, c'est Donc il y a possible. encore beaucoup de freins des représentations en fait à aller Oui, oui. déverrouiller, si Ouais, j'ai envie de dire. complètement. Mais après, ça, c'est à chacun, voilà, c'est un Oui, travail d'avancer personnel, à son rythme, en fin de compte. c'est ça. Mais effectivement, ouais. Alors justement, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, parce que j'ai vu aussi que tu proposais des formations d'intervenants artistiques en danse adaptée et inclusive. Donc si j'ai bien compris, ça se décomposait en plusieurs modules, c'est-à-dire les handicaps moteurs physiques, ou alors mental psychique,
ou visuel et auditif. Et également, et apparemment c'est une formation pilote si j'ai bien compris, comment tu proposes la formation d'artiste chorégraphique en situation de handicap. Alors, C'est ça, hein? c'est effectivement Alors, vas-y, parce que peut-être que j'ai pas tout bien compris, mais Si, parce que si, c'est c'est vrai ça. qu'il y a des petites Le projet subtilités des fois, quoi. du centre de formation, c'est vrai que ça fait un petit moment, ça fait 2 ans en fait qu'on planche dessus. Et c'est bon, avec le Covid, etc., ça a été un peu compliqué. On a eu pas mal de retard sur ce projet-là. Oui, tout à fait. Il devait démarrer en 2019-2020. Là, il va démarrer en 2021. Donc, l'idée, effectivement, de ce projet de formation, c'est de former d'autres professionnels de la danse qui ont envie d'enseigner la danse adaptée, d'enseigner la danse inclusive. Ou aussi, ces formations s'adressent aussi à des professionnels du médico-social qui, eux, connaissent bien le handicap, ont déjà une bonne pratique en danse, sans être professionnels du tout, et qui ont envie d'acquérir aussi les outils pédagogiques par rapport à la danse pour pouvoir après transmettre et animer des ateliers danse au sein des structures médico-sociales dans lesquelles ils travaillent. Et pour les professionnels de la danse, l'idée c'est que eux ils connaissent bien la danse, ils connaissent bien tous les fondamentaux, la pédagogie, etc. Par contre, ils ne connaissent pas le handicap et les outils adaptés pour les personnes en situation de handicap, au niveau pédagogique. Et l'idée, c'est des formations qui sont par module, effectivement, soit handicap moteur, soit handicap mental, soit handicap visuel, soit handicap auditif. Et à chaque fois, c'est des modules d'une semaine. Ah oui, d'accord. Ok. D'accord. Non, c'est intéressant. Alors, justement, donc, on parlait des artistes chorégraphiques. C'est vrai que là, le temps avant, j'étais en train de regarder un peu. J'ai dit, oh là, parce que c'est passionnant en plus. Enfin, moi, je sais que, voilà, c'est. Après. Je t'avais prévenu que je parlais beaucoup. Ouais, ouais, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Non, tu parles juste ce qu'il faut. Enfin, c'est mon avis, hein. Euh, donc oui, on va passer un peu à l'aspect création, si tu veux bien. Donc, qui me semble très riche, hein, également. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va regarder donc une vidéo de ta dernière création, si j'ai bien compris, qui s'appelle No Limit. Donc, c'est le teaser, hein, si j'ai bien compris. Alors, oui, pardon. Oui, vas-y, si tu as envie de dire quelque chose avant. C'est la vidéo en noir et blanc, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, c'est pas le teaser, c'est donc un vidéaste qui s'appelle Benga qui l'a réalisé. Et c'était pendant une étape de création de cette pièce. Donc, la pièce n'était pas finie et il est venu justement participer à un travail de recherche sur lequel on était en train de travailler. D'accord. Ok, Ouais, tu veux nous en dire plus après, il n'y a pas de souci. Ouais. On passe l'extrait, puis après on continue. Voilà, donc c'était donc un petit extrait donc de No Limit. Donc bah écoute, je vais te laisser en parler peut-être ou parce que si par contre j'ai peut-être avant alors attends on va se mettre tous les deux quand même, c'est quand même mieux parce que là on voit moi simplement voilà.
Ouais, alors j'ai envie d'abord de partir sur une phrase que tu as écrite, d'accord, qui est, alors, je cite, alors c'est bien, ce soir je fais lecteur, conteur, je ne sais pas si c'est lecteur ou conteur, c'est la contrainte physique ou sensorielle comme point de départ, prétexte pour inventer, innover et créer de nouveaux langages, ou quand les différences enrichissent la création. Alors, personnellement, moi cette phrase je l'adore. Je trouve qu'elle résume parfaitement l'aspect philosophique d'une certaine vision enfin, de la vie, enfin, quelles que soient les différences. Et justement, j'en viens, parce que là, on les voit tous, et j'ai envie un petit peu de savoir qui ils sont, parce que là, en fin de compte, si j'ai bien compris, c'est tu veux professionnaliser enfin, justement cette démarche de la danse. Et justement, c'est qui ces danseurs? Après, si tu peux nous dire un petit peu c'est quoi ce projet, et puis s'il y a des dates, pour que les gens puissent aller profiter aussi, vraiment d'une manière concrète, et pas par uniquement un écran. Alors, donc là, dans la vidéo, effectivement, c'était une étape de travail en cours de la création No Limites en 2019. Et on voit que 4 danseurs, ils sont 6 en tout dans la création. D'accord. Donc là, sur cette partie-là, donc il y a Nathan, qui est danseur en situation de handicap, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui fait des choses assez incroyables. Il y a Maëlys, qui est la deuxième danseuse qui est en situation de handicap moteur, également en fauteuil, qui vient de Bayonne. Donc c'est une danseuse qui vient de loin. Ah d'accord. Voilà. Donc, et ensuite, ils sont 4 danseurs professionnels également, non handicapés, hip-hop ou contemporain. Donc il y a Santiago, Andrea et Cyril en danse hip-hop contemporaine, mais plus hip-hop on va dire pour Andrea et Santiago, et Marie-Adeline qui est danseuse professionnelle contemporaine, et Nathan et Maëlys sont également professionnels. Donc Maëlys, elle a travaillé notamment avec des compagnies qui travaillent en danse inclusive aux États-Unis, en Angleterre. Elle est partie se former pas mal de temps aussi, se confronter aussi à des compagnies de danse inclusive. Et donc on s'est rencontrés par le biais du conservatoire d'Anvers, où je suis allée également participer à des laboratoires de recherche autour de la danse inclusive à 2 occasions, en 2018 et en 2019. Et donc voilà, la rencontre s'est faite avec Maëlys. Maëlys, elle est également chorégraphe, donc elle a commencé sa première pièce en tant que chorégraphe en situation de handicap, avec un duo où elle chorégraphie en mixité aussi, un danseur en situation de handicap moteur qui est en fauteuil électrique et un danseur valide, tous les deux espagnols. Voilà. Et Nathan aujourd'hui, donc il est aussi en voie de professionnalisation. Je parlerai aussi des freins par rapport à l'accessibilité du statut d'artiste pour des personnes en situation de handicap. Je vais y venir après. Oui. Et donc Nathan, là c'est la deuxième création qu'il fait avec Mosaïque, puisqu'il y avait eu Fil Rouge avant. Là c'est No Limites. Et donc c'est une pièce qui dure 35 minutes. Malheureusement, à cause du Covid, on a eu 6 dates d'annulées. Donc depuis le mois de mars, on n'a pas pu jouer une seule fois. Donc on devait jouer à La Roche-sur-Yon sur un festival qui s'appelle Color. Ça a été annulé. On devait jouer en Allemagne sur un festival de danse inclusive. Ça a été annulé aussi. On devait jouer le 29 septembre pour les journées olympiques et paralympiques. Ça a été annulé aussi. Enfin, tout ça s'est reporté, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment de trouver des programmations. En tout cas, tout est reporté à partir de... On aura des dates, mais sur avril, mai, juin 2021. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Okay. Oui, bah ouais, je comprends bien. Hein. De toute façon, je crois que là, pour l'instant, c'est vrai que la situation est tellement complexe, quoi, que au niveau effectivement de la culture, là, c'est voilà. Bon, là, c'est très compliqué, c'est vrai, très compliqué. Tout à fait. Après, ça ne nous empêche pas de continuer à créer, puisque du coup, on vient d'entamer une autre création, ce qui est une création avec une formation plus réduite, puisqu'ils ne sont que 3 artistes. D'accord. Donc, toujours Nathan, qui est là depuis le début et qui continue dans cette création. Donc, qui aujourd'hui a 21 ans et commence également à travailler dans d'autres compagnies. Donc, c'est super.
Il a fait aussi Incroyable Talent, donc ce qui lui a permis aussi une reconnaissance à un niveau, on va dire, en tout cas au niveau médiatique et d'avoir une visibilité quand même Oui, je assez. trouve ça très bien qu'il l'ait fait parce que voilà. Ouais. Oui, c'est un jeune qu'on suit depuis toutes ces années, qu'on forme également, et on est très fiers aussi de l'accompagner dans cette voie de professionnalisation, puis de le voir prendre son envol et après de l'amener à l'autonomie, hein, parce que le but c'est qu'après il fasse son bout de vie aussi. Euh, Oui, puis et il fait des choses, enfin là, sur ce qu'on a vu là, enfin je veux dire, voilà, il assure, comme on dit. ah oui, bien sûr. Ouais, je veux dire, même des danseurs de hip-hop valides, je suis pas sûr enfin, je pense que il y a des choses qui sont balèzes, quoi. Bah, c'est ce que je lui dis à chaque fois, Nathan, t'es unique. Il n'y a personne qui danse comme toi. Ouais. C'est quand même un sacré avantage. Ah ouais, complètement. Tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord, quoi. Complètement. Et donc, donc la dernière création sur laquelle on vient juste de démarrer, c'est un trio qui regroupe donc Nathan, Madi Seri, qui est un slammer, donc toujours dans la rencontre et la confrontation des langages différents. D'accord. Voilà, donc l'idée c'est aussi de travailler sur des textes, sur une musicalité aussi des mots. Et en fait, c'est un slammer toulousain que j'ai eu l'occasion de rencontrer par le biais du Centre régional culture et handicap qui est basé à Toulouse. Et Madame Coupé, qui est la directrice. Et ça a été un coup de cœur pour le travail de Madi, qui est lui-même en situation de handicap moteur et qui a un parcours de vie extraordinaire et des textes qui m'ont beaucoup touchée. Et lui avait envie aussi de se confronter à l'univers de Mosaïque. Donc on est parti sur ce travail avec Madi, Nathan et Mathieu Plantel. C'est un jeune danseur qui a 21 ans, qui m'a contacté pendant le Covid via Facebook. Et en fait, c'est un danseur qui m'a profondément touchée parce qu'il a une gestuelle magnifique en danse contemporaine. C'est un jeune danseur qui a un parcours de vie spécifique. C'est un danseur qui est en surpoids et qui a été confronté aussi à des remarques, à des réflexions. Mais toi, tu ne seras jamais danseur, tu n'as pas le corps qu'il faut, etc. Tu ne peux pas être professionnel. Et moi, j'ai trouvé que, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité, c'est les qualités gestuelles, artistiques. Et au début, je n'avais pas du tout prévu de travailler avec lui. Et puis, bon, chemin faisant, il revenait dans ma tête et j'ai eu l'idée de les réunir tous les trois. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer justement, alors, tu sais, parce que sur le PDF que tu m'as donné, on voit les photos en fin de compte. Donc, il y a Andrea Mondolini, oui. Ça. Il y a Santiago, donc Codongra, c'est ça. Il y a Nathan, du coup, qu'on a vu, hein, d'accord. Il y a Marie-Adeline Choquet, c'est ça. C'est ça. Maïlis Arabi. Voilà. Cyril Lisier, Madi Seri et Mathieu Pantel, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Ça, c'est sur les artistes de deux créations. Je vais le mettre pour que, voilà, juste pour qu'on voit. Alors, c'est pas les photos, elles sont pas forcément, mais je trouve que c'est important qu'on puisse les voir. On a vu Nathan, mais je veux dire, voilà, enfin, qu'on mette Alors, un dans la vidéo que vous venez de voir, il y avait effectivement Nathan et Maëlys, et Andrea et Santiago, qui sont aussi deux magnifiques danseurs hip-hop. Et ce que je voulais dire aussi, même si je me permets de reprendre leurs mots, Andrea et Santiago sont des danseurs aujourd'hui qui tournent. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Oui, c'est parce que je suis en train de faire passer en même temps comment justement les photos. C'est pour ça. Les photos de danseurs, ouais. Et c'est des danseurs qui tournent sur de très grosses compagnies actuellement, qui, on va dire, ce qui m'interpelle et ce que je trouve très touchant, c'est que ces danseurs, au niveau où ils en sont aujourd'hui, ce qu'on propose dans Mosaïque vient nourrir et compléter le travail qu'ils font dans d'autres compagnies. C'est le fait de travailler avec des danseurs en situation de handicap, pour eux, c'est quelque chose qui est complémentaire et encore plus enrichissant, justement dans ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait de, à chaque fois qu'on va danser avec un danseur, il va avoir un corps différent. Donc il y a toujours un travail d'adaptation et comment je vais m'adapter par rapport à cette personne et vice-versa. Et je trouve que la danse notamment en fauteuil, vient nourrir aussi et proposer plein de possibles, en tout cas, pour les danseurs aussi valides. Complètement.
Alors, je vais changer un peu de sujet. On va parler un peu de toi. Hormis voilà, ce dont on a parlé ce soir et qui est vraiment très riche, quoi. Est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? Alors, on va dire que mon travail prend beaucoup de place. J'aime bien Euh, poser cette question parce que c'est vrai qu'on est tous investis de c'est choses ça, on est tous hyper fortes, passionnés. quoi. Alors, mis à part la danse, eh ben, j'adore voyager. J'aimerais avoir l'occasion de voyager beaucoup plus, mais je trouve ça tellement riche. Et je pense que les meilleurs voyages que j'ai faits, c'est quand je partais toute seule, sac à dos. Parce que là, bah, on est vraiment confronté. Waouh, je suis toute seule au bout du monde. Je sais pas où je dors ce soir. Je sais pas. Ouais, Je me laisse porter par les rencontres. Bon, j'ai toujours eu extrêmement de chance, beaucoup de chance de faire que des belles rencontres. Mais je trouve que, en fait, c'est un peu comme quand je travaille avec ces publics-là, c'est-à-dire que quand je voyage ou quand je transmets avec des publics, on va dire, différents, je trouve que, en fait, à travers ces voyages, que ce soit artistiques ou des vrais voyages dans différents pays du monde, en fait, c'est les moments où on apprend le plus sur soi. oui, Et, c'est vrai, et en fait, si on était tout seul, isolé sur une île, on ne peut pas vraiment se connaître. Parce qu'en complètement. fait, on apprend beaucoup sur soi-même à travers la relation aux autres. Et, euh, et Complètement, complètement. il y a quelque chose qui rejoint aussi ce que j'aime dans mon travail, c'est qu'à chaque fois, c'est un voyage différent, un voyage sensoriel, corporel. Et donc, j'adore les cultures différentes, j'adore rencontrer des gens, voir comment ils vivent, être avec les locaux, être complètement dépaysé. Je ne connais pas l'Afrique, j'aimerais bien monter des projets aussi, bah, pourquoi pas autour de la danse inclusive aussi, mais avec des enfants en Afrique, en Asie, enfin dans d'autres pays, et pouvoir amener aussi bah, mon équipe ici à Montpellier, créer des échanges avec une autre culture Oui. autour du handicap hein, et de la danse. Ça serait, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup développer. Après, j'aime la photo, j'aime les images, j'aime voilà, l'artistique en général, on va dire. C'est pas. Qu'est-ce que je peux te dire Non, mais c'est très bien. Non, ça mais va. t'inquiète pas. Je veux dire, après, tu sais, même moi aussi, c'est pareil. Tu vois, cette question-là, je la pose parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, effectivement, tu es dans la danse. C'est vrai qu'on a la chance déjà de, de faire de notre passion un métier. Alors, après, la notion de chance, bon, après, on peut en reparler philosophiquement parlant, mais c'est vrai que est-ce que c'est une chance ou pas? On s'en donne les moyens. Comme on parlait tout à l'heure, il y a des gens qui vont pas oser parce qu'ils vont avoir peur, se dire bah non, etc. Moi, je sais que quand j'ai décidé effectivement de me lancer dans la danse, c'est vrai qu'autour de moi, c'est pas qu'on m'a pas encouragé, mais on m'a plutôt mis dans une situation en disant fais attention, c'est pas un métier sûr, etc., etc. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on retrouve, etc. Donc c'est vrai que voilà, j'ai su aller de l'avant malgré ce qu'on pouvait me dire, mais comment je pense que c'est euh, c'est cette passion et et ce travail qui est combiné, c'est vrai qu'à partir de là, bah, on a c'est pas qu'on s'intéresse pas à autre chose, mais on est déjà bien rempli quoi. Et Et voilà. ça nous nourrit tellement et Bah ça a oui. tellement de sens que ça prend beaucoup de place. Complètement. Et puis de toute façon, ça nourrit sur tous les plans. Comme tu disais, sur le plan émotionnel, sur le plan aussi pragmatique, sur le plan relationnel, psychologique. Enfin, je veux dire, il y a tellement physique. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement riche. En fin de compte, c'est extrêmement riche. Quoi. Mais moi, je dis souvent, c'est pas nous qui choisissons la danse, c'est la danse qui nous a choisis. Mm, mm. Et on ne pouvait pas faire autre chose. Enfin, Oui, oui. je veux dire, malgré le fait que, effectivement, la famille, moi, Ouais. je ne venais pas d'une famille d'artistes non plus, où j'étais un peu l'illuminée, l'hypersensible, machin. Mais non, tu peux pas faire ça. Enfin, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix. C'est une évidence. Complètement. Alors, le chemin, effectivement, comme je dis, il est difficile. Mm, C'est une liberté qui se paye aussi cher parce que ça aussi. Mais tout a une facture dans la vie. mm. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait quelque chose, bah, il y a aussi des conséquences. Bien Euh, sûr, tout n'est pas linéaire, rose, etc. Et je dirais même, alors le but c'est pas de toujours avoir des embûches, mais je pense il y a beaucoup de personnes qui sont ce qu'elles sont, justement par rapport à leur parcours de vie qui n'a pas été forcément linéaire comme ça et qui leur a permis
d'évoluer et d'arriver là où elles sont, quoi. Je veux dire, Et ça, moi, je le vois tous les jours dans mon travail. Enfin, je côtoie des personnes qui ont une faculté de résilience, qui ont des parcours de vie. Quand je vois ce qu'ils ont traversé, je trouve ça juste incroyable. Moi, ils me donnent les moments où j'ai envie de baisser les bras parce que c'est compliqué. oui. Mais non, c'est juste pas possible. J'ai toute cette équipe derrière moi. Pour eux, je ne peux pas baisser les bras. C'est pas possible. Quand je vois eux l'énergie qu'il leur faut chaque jour enfin, eux, c'est quotidien. Voilà, oui. c'est. Ouais, c'est Et, ça, hein. et ils ont un tel message à faire passer, une telle force de caractère. Nous, à côté, moi, je me dis, mais on n'a pas le droit de se plaindre. Ouais, On n'a vraiment pas le droit de se plaindre. Quoi. Bah, c'est marrant parce que ça vient à ce que j'allais te poser comme question après, c'est si tu avais un message à faire passer, soit un jeune danseur ou danseuse amateur qui souhaiterait par exemple devenir professionnel, quelle que soit sa différence, qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire? Ah ben moi, écoute ton cœur, fais ce que tu ressens au fond de toi. Ne tiens pas compte des préjugés. De toute façon, il y aura toujours des gens qui diront. Enfin voilà, il faut se faire confiance à soi-même. Je pense que la vérité, elle est vraiment au fond de nous. Oui, tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas de. Justement, de ne pas se laisser enfermer par des normes, par des stéréotypes, par des représentations qui limitent. Et justement, sa différence et sa richesse. Et c'est ça, c'est le fait d'oser être soi et montrer sa richesse. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Parce que et grâce à cet exemple-là, ça donne aussi la permission aux autres d'en faire autant. Donc, voilà, c'est... Ouais, complètement. Alors, bah écoute, on arrive bientôt au terme de ce direct. Bon, au niveau des questions, réponses, tout ça, c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Bon, le débit se maintient. Juste pour dire aux gens qui ont lâché en cours de route, je comprends tout à fait parce que c'était pas forcément évident. Là, donc, on va le remettre en replay. Je vais refaire un petit montage pour que ce soit bien propre, bien clair, bien net. Comme ça, vous pourrez l'écouter. Je mettrai aussi comment, bah, je l'ai déjà mis pour le site Mosaïque Danse. Et puis aussi la chaîne YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube où tu mets soit des extraits enfin de tout ce qui s'y passe. Et puis voilà, et puis si jamais il y a des gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en différé, qui souhaitent voilà, se lancer dans l'aventure et qui n'hésitent pas. Patricia et l'association Mosaïque sont là, donc n'hésitez pas. Enfin, oui, voilà, je voudrais aussi, voilà, en tout cas, s'il y a des profs de danse qui ont envie d'ouvrir leur atelier, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils aillent se former. Moi, je sais qu'à l'époque, voilà, ça peut aussi faire peur et c'est compréhensible parce qu'on ne connaît pas. Et puis, on a une responsabilité. Donc, en tout cas, s'il y a cette envie, il faut trouver les moyens. Effectivement, aujourd'hui, on est plusieurs en France à proposer des formations autour de la danse et du handicap. Donc, ils n'hésitent pas. Pareil, s'ils ont des danseurs en situation de handicap, chez qui ils repèrent justement une envie de professionnalisation. Voilà, nous, on est en train de mettre en place des choses, mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de centre, en tout cas pour pour les artistes chorégraphiques en situation de handicap. Donc, alors, il n'y en a pas énormément en France, mais parce qu'il n'y a pas de formation. Donc, petit à petit, l'idée, c'est qu'ils puissent se former. Il y aura de plus en plus d'artistes différents, notamment en situation de handicap. Et après, ça deviendra juste normal. Et je voudrais juste dire qu'il y a, voilà, il faut vraiment qu'on arrive aussi à changer les regards. Et ça passe notamment par les plus jeunes, parce que c'est la nouvelle génération. Et moi, j'espère que voilà, le jour où je prendrai ma retraite, ce qui est quand même dans quelques années, ça sera devenu commun et banalisé voilà, qu'il y ait des personnes en situation de handicap dans un cours de danse. Ça sera juste comme il y a des blancs, il y a des roux, il y a des petits, il y a des grands, il y a des plus gros, il y a des plus maigres, il y en a en fauteuil, il y a un sourd, etc. Ouais, tout à fait. Complètement. Bon, en tout cas, je te remercie vivement, vraiment, pour ton partage, parce que c'est vrai que, voilà, j'espère que ça va pouvoir aider et informer tout un grand nombre de personnes, soit de jeunes, de moins jeunes, enfin bon, voilà. Et puis aussi des parents, parce que c'est vrai que, voilà, on a parlé de la personne elle-même, mais aussi il y a l'entourage familial. Bon, on pourra refaire une autre émission d'ailleurs autour de ça. Mais voilà, enfin, je veux dire, je pense que si ça peut apporter une contribution,
Et c'est super. Voilà. Après, peut-être une goutte d'eau dans un océan, mais avec plein de gouttes d'eau, on fait un océan, comme on dit. Hein. Exactement. C'est un grain de sable à chaque fois et ça peut être énorme. Tout à Et fait, ce que je peux complètement. dire, voilà, c'est que tout le monde peut danser. Pour moi, à partir du moment où on est en vie, on- tout le monde peut accéder à la danse. Ouais, Et ça veut dire que nous aussi, en tant que professionnels de la danse, moi, ça m'a aussi posé beaucoup de questions, mais c'est quoi la danse finalement? Et à partir de quand on est dans le geste dansé? Donc ça vient interroger et déranger beaucoup il y a plein de questionnements qui sont fascinants, auxquels on n'a pas toujours des réponses, mais quand tout vous à vous fait. retrouvez face à une personne qui peut pas du tout bouger son corps ou qui a voilà, des contractions musculaires et qui peut juste bouger par exemple ses yeux, est-ce que pour moi là je peux le faire danser? Ben oui, Hmm, aujourd'hui je dis oui. hmm. Mais il y a 15 ans, j'aurais dit ben non, je peux pas le faire C'est pas danser. possible. Oui, tout à fait. Je comprends. Parce que Ouais, l'état de danse, c'est d'abord l'intention et c'est d'abord par là que ça passe, l'état de danse. tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça vient aussi interroger plein de choses. Et c'est ça qui est passionnant dans la pédagogie, c'est qu'on continue à apprendre Ouais. aussi en tant que professeur, grâce parfois à nos élèves. Donc, ça, c'est Oui, génial. complètement, hein, complètement. Ah, là, je suis à 200% d'accord avec toi. C'est Donc, ça qui est génial, moi j'adore. À chaque fois que je vais donner un cours, j'apprends plein de on choses. apprend. Ouais, Exactement. complètement. C'est ça, c'est fascinant. Ouais. Et c'est pour ça que j'y vais. Enfin, bien sûr, Exactement. pour échanger, bien sûr, mais pas que pour ça. Mais je veux dire, je me dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau, quoi. Et c'est vrai que c'est super pour ça. Et la pédagogie, c'est une passion. Enfin, moi, je trouve ça passionnant de chercher comment on va pouvoir amener cette personne Ouais, avec cette tout à fait. difficulté-là, cette contrainte. Et c'est un métier qui est passionnant. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir un métier aussi passionnant. Ouais, complètement. Alors du coup, comme la tradition le veut, c'est toi qui vas terminer l'émission avec le mot de la fin. Avant juste que tu termines avec le mot de la fin, donc il y a deux choses. La première, c'est donc je lance, comme à chaque fois, un appel, que vous soyez danseur, danseuse, chorégraphe, pédagogue, dirigeant d'une structure culturelle, qu'est-ce qu'il y a d'autre autrement, enfin voilà, enfin tout ce qui est en relation avec le monde de la danse et de l'art aussi, parce qu'on a invité des musiciens qui travaillent en collaboration avec des danseuses. C'était l'avant-dernière émission, justement. Voilà, ça peut être aussi des artistes peintres qui travaillent autour de la danse. Bref, voilà, c'est très hétéroclite. N'hésitez pas à me contacter. Donc, soit via donc aiguille en scène, oui, @gmail.com, ou alors via le site aiguillenscène.com. Voilà, enfin, vous avez les moyens de me contacter. N'hésitez pas, franchement, parce que c'est vraiment ça que j'ai envie. Là, ce qu'on a fait ce soir, c'est voilà, cette philosophie-là, c'est-à-dire de partager des expériences, montrer des points de vue qui sont des fois que les gens découvrent ou qui justement changer un peu aussi, comme tu parlais, des préjugés ou des visions qu'on a un petit peu, des fois un peu réductrices de certaines choses. Si ça peut voilà, faire avancer les choses, voilà, ça sert à ça, cette chaîne. Voilà. C'est pas la mienne, c'est la mienne dans le sens où je l'ai créée, mais c'est pas la mienne, c'est ce que vous allez en faire vous. Voilà, tous les gens, toi, Patricia, ce soir, etc. Et ça construit une histoire. Voilà. Je vous rappelle que cette émission, donc, vous avez tous les renseignements concernant l'association Mosaïque, donc, que j'avais déjà mis. S'il y a d'autres choses, Patricia, tu peux me les envoyer et je peux les rajouter aussi. Hein. Et puis n'hésitez pas au passage à vous abonner aussi. J'ai vu qu'il y avait deux petits pouces. J'aime, donc c'est très bien. Bon, c'est un début, comme on dit. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Voilà, je vais la réenregistrer, enfin je vais la refaire le montage pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pour ceux qui vont réécouter. Et puis, oui, ce que je voulais dire, c'est que comment je pensais terminer, tu sais, sur justement comment la vidéo fil rouge. Alors peut-être, comment tu as peut-être quelque chose à dire avant, parce que moi je trouvais qu'elle réunissait un petit peu toute l'émission. Voilà, enfin, tout ce que tu as pu dire. Mais je sais que ça a été tourné dans le cadre d'une création, je crois, c'est pas ça. Enfin, je sais plus. Est-ce que tu peux me dire plus Alors, ça? alors, Fil Rouge, ça commence à dater puisque c'était en 2015, je crois. Ouais. Donc c'est une pièce qui actuellement ne tourne plus puisqu'en fait il y a eu aussi
des départs de danseurs, etc. Et c'est une pièce qui était très forte pour moi parce qu'elle réunissait aussi une personne sourde. Donc il y avait des danseurs en situation de handicap moteur, dont Nathan déjà, plus Sandrine qui était là aussi au tout début, et Corinne qui est une danseuse sourde. Et donc c'était plus Santiago, Marie-Adeline et Cyril qui sont là depuis des années. Donc je voulais juste en profiter, juste pour terminer, pour dire que c'est un travail d'équipe et que moi toute seule, on ne fait rien tout seul. Et je voudrais vraiment aussi remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, que ce soit les danseurs, les partenaires, les institutions, peu importe. Mais et, il faut que ça fasse boule de neige et qu'il y ait de plus en plus de professeurs de danse qui se forment et de plus en plus de professionnels qui, à notre regard, il y a aussi des problèmes aujourd'hui. Devenir intermittent du spectacle pour un danseur en situation de handicap n'est pas du tout adapté. Oui. 40 c'est déjà extrêmement dur à faire pour un danseur valide. Donc, quelqu'un qui a des fragilités, qui a une fatigabilité dont on doit tenir compte, effectivement, ce n'est pas adapté. Donc, il y a encore beaucoup de lieux qui ne sont pas adaptés, notamment au niveau de la scène. On a eu des gros soucis pour pouvoir rendre les scènes accessibles. Donc, à Montpellier, on a un super théâtre ils ont investi dans une rampe. Donc, le plateau est accessible. Donc, ce n'est pas le cas de tous les théâtres. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et plus on est nombreux à parler de la différence, à valoriser la différence et à être sensible à ce sujet et aux préjugés en général, hein, parce que c'est pas que le handicap. Hein, je veux dire, oui. On le voit en regardant la télé, c'est une catastrophe. Hein, oui, tout à fait, complètement. Donc, voilà, c'est toutes les discriminations. Et je pense que dans une société, encore plus aujourd'hui, le lien autour du vivre ensemble et de la citoyenneté, et ça passe aussi par l'artistique. Et pour moi, c'est aussi le rôle de l'art, même en transmission et en niveau amateur. En tout cas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un acte politique parce que je me sens pas du tout dans ce oui, mais en tout cas voilà, on est dans un monde, on vit dans un contexte, on vit ensemble et je trouve que à travers, comme tu disais, le petit grain de sable qui est un atelier danse, et ben on peut faire passer beaucoup de choses. Tout à fait. Bah du coup on lance la vidéo. Oui, et après je te juste vas-y. Te dire un grand merci à toi. Voilà. Avec grand plaisir. Moi, c'est vraiment ça. Moi, comme je dis, j'adore échanger comme ça. Mais on sent aussi que tu es passionné et j'aime beaucoup ta philosophie au niveau artistique et pédagogique. Donc, on sent effectivement qu'il y a beaucoup de résonance. Eh ben, merci beaucoup. Et je lance la vidéo de fin, donc qui est donc le petit teaser du fil rouge. Donc, vous avez bien compris. C'est ancien, mais je trouvais que pour terminer, ça résumait bien comment on va dire la philosophie. J'ai juste oublié de parler de quelque chose. Vas-y. C'est juste que donc on a un festival qui aura lieu du 25 mai au 30 mai à Montpellier en 2021, donc fin mai 2021, qui va réunir une programmation avec des groupes amateurs, des compagnies professionnelles autour de la danse et de la différence. Donc, si en France, il y a des ateliers de danse qui existent, vous pouvez aussi postuler pour participer à ce festival. C'est ouvert à tous. À tous. Donc, on est en train de préparer justement d'ici fin décembre toute la programmation. Donc, il y aura des expositions, notamment d'une artiste en situation de handicap qui danse aussi dans Mosaïque, qui s'appelle Éléonore Dexpax, qui a une exposition, qui est une peintre juste extraordinaire, et son expo est vraiment très touchante. Il y aura des tables rondes aussi, où on évoquera aussi des thèmes justement par rapport à l'accessibilité de la danse pour tous et la professionnalisation d'artistes chorégraphiques en situation de handicap. Il y aura des stages, il y aura plein de choses, donc vous êtes les bienvenus à Montpellier. Écoute, moi je te propose, une fois que ce sera monté, si tu as envie d'en parler, on peut faire une émission spéciale pour ce festival aussi. D'accord. C'est super. Je reviendrai alors. Et peut-être que je reviendrai accompagné d'un... Ouais, pas de souci, que ce soit à côté de toi ou
par webcam, il n'y a aucun problème, hein, on peut être plusieurs. Ouais. D'accord ? Super. Bon bah bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre patience aussi parce que c'est vrai que là ça a été compliqué au niveau du direct, mais on y est arrivé. Et puis à très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt. Donc Patricia Loubière, je suis directrice artistique de la compagnie Mosaïque qui est basée sur Montpellier. La compagnie réunit en fait 6 danseurs, 3 danseurs en situation de handicap, moteur ou auditif, et 3 danseurs professionnels, hip-hop et contemporain. Ce qui est important en tout cas dans le travail chorégraphique, c'est d'amener de nouveaux chemins, de nouvelles pistes de travail autour du mouvement qui vont permettre de changer aussi le regard qu'on porte par rapport à une esthétique parfaite, à cette image de corps parfait, athlétique qu'on peut retrouver dans la danse en général. Et la contrainte qu'amènent ces corps différents, ces corps qui ont certains aussi une fragilité, la contrainte aussi du fauteuil qui amène justement quelque chose de nouveau, une exploration, une réflexion autour du mouvement et qui permettent aussi d'amener d'autres pistes chorégraphiques et qui créent aussi une autre forme d'esthétisme. On est dans quelque chose qui va au-delà d'un esthétique ou d'une perfection du geste. Cette expérience, c'est sûr qu'elle a été nouvelle déjà parce que j'avais pas eu l'occasion de travailler avec des danseurs qui soient sourds ou qui sont en fauteuil roulant par exemple, et artistiquement du coup ça te mène à des chemins qui sont différents. Il faut trouver des solutions des fois, et des fois au contraire c'est pas forcément un problème, c'est juste des propositions qui viennent naturellement parce que tu es dans une réalité, quoi. Tu es dans une réalité, et cette réalité-là, c'est comme un terrain sur lequel tu joues, tu gères un peu les virages, enfin tout ça, quoi. Tu joues avec. Je trouve que ce projet, c'est vraiment, pour moi, par rapport à l'actualité, de mettre en avant que en fait, les différences, c'est bon pour tout le monde. C'est pas je suis différent donc je vais contre, c'est plutôt t'as autre chose à m'apprendre qui n'est pas ce que j'ai, donc partageons nos différences. Voilà les raisons pour lesquelles je suis là. Ça m'ouvre l'esprit parce que de danser avec des gens debout, ça me permet de me dire que moi, malgré mon handicap, je peux danser avec des gens debout. Et ça m'ouvre beaucoup de choses. Nathan, il est 2 fois moins âgé que moi
Et il fait des trucs que j'arriverai jamais à faire. Du coup, moi, ça m'impressionne à son âge d'être à ce niveau-là. Enfin, je pense qu'avec Santiago, on est danseur professionnel. Enfin, on a un assez bon niveau en hip-hop. Et du coup, par rapport à Nathan, il a techniquement un bon niveau. Et du coup, s'il continue comme ça, il va aller loin. Et ce qui m'intéresse aussi dans les danseurs que je choisis, dans le travail de la compagnie, c'est vraiment leur singularité. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui dégage leur personnalité, leur différence. Et encore une fois, c'est la confrontation de ces langages différents qui, pour moi, fait naître encore un troisième langage. Et c'est à partir de là où le travail de chorégraphe, pour moi, est intéressant. Quand on va inventer des nouveaux codes, des nouveaux gestes, des nouvelles écritures, des nouveaux langages. Ah, vas-y. C'est ça. Ok. Joup. Non. Joup. Et après. Voilà. C'est ça. Ok. Le plaisir que j'ai quand je joue dans le fil rouge, c'est que je trouve que c'est écrit d'une manière qui est dans la simplicité, où on n'est pas dans la surenchère entre nous, où on est plus dans quelque chose de laisser justement les espaces à chacun pour s'exprimer. Et ça permet aussi de pouvoir aussi danser au sein d'une compagnie. Et là, du coup, de danser vraiment dans des endroits complètement différents, de toucher des publics complètement différents. Et à chaque fois, c'est une redécouverte de notre corps, de notre esprit. On se fait vraiment plaisir sur scène. Et ça permet de faire passer des messages très très forts, très importants. On a toujours beaucoup de bons retours après scène, justement, de gens voilà, qui sont touchés, qui ont été touchés par la sensibilité qui ressort de ces spectacles. Voilà, de faire comprendre aux citoyens français que être dans une situation de handicap n'empêche pas de danser, n'empêche pas de se faire plaisir sur scène et que c'est ouvert à tout le monde, peu importe nos difficultés, on trouve toujours une manière de danser, d'adapter un mouvement à son propre corps, à son propre handicap et de créer des émotions sur scène pour tout le monde. Il y a un proverbe qui dit « Il y a une faille dans toute chose et c'est par là qu'entre la lumière ». Et je crois que c'est ça qui m'intéresse aussi dans les personnalités des danseurs et dans les corps des danseurs avec qui je travaille, c'est justement cette fragilité, cette faille, où parfois on peut croire que c'est une fragilité ou une faille, mais en fait ça devient leur force. Et c'est justement ce qui interpelle et qui pour moi je trouve une certaine beauté et une certaine magie dans ces failles-là en tout cas. En fait la danse ça m'a beaucoup apporté pour mes problèmes parce que j'ai lutté grâce à la danse, je me suis battu, j'ai avancé grâce à la danse. La danse, c'est ma vie en fait, on peut dire ça. C'est ma passion. Parce que c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui et c'est grâce à ça que mon handicap, je vais l'oublier. Je me dis que je suis une personne comme les autres.